7 heures à Libreville au Gabon. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information matinale sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Sécurité en ouverture de ce journal au Gabon, le siège de l'ONUCA sert de cadre depuis hier à une importante réunion qui regroupe les personnels des Nations Unies. Les échanges sont axés sur la situation politique et sécuritaire des pays de la sous-région. Le reporter Patricia Lidimoulé et Mohamed Ina étaient sur place. Promouvoir la démocratie en Afrique centrale dans un contexte de terrorisme qui menace le continent, ce à quoi s'attellent les personnels des Nations Unies. C'est une réunion que nous organisons chaque année pour réfléchir à partir d'un thème particulier sur les évolutions dans la région. Cette année, nous avons choisi de discuter de l'évolution des pays à la lumière du terrorisme, de la crise économique, mais également de l'évolution démocratique. Les tensions nées d'élections sont souvent l'occasion pour l'UNOCA de suivre le déroulement du processus électoral, de contribuer à la paix et au consensus des différents acteurs. Que ce soit au Tchad, que ce soit au Congo, nous avons toujours joué ce rôle en amont. Il faut interpeller aussi la conscience morale des dirigeants à tous les niveaux, à la fois ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition. Et dans ce contexte, la République centrafricaine reste un exemple de taille en Afrique centrale. Par exemple, Centrafrique, il y a eu un sursaut de responsabilité et de prise de conscience au niveau des responsables centrafricains. Les Centrafricains, toutes tendances confondues, ont pris conscience de leurs responsabilités. Une démarche sous-régionale intégrée est gage de paix et de sécurité en Afrique centrale pour une démocratie véritable qui contribuerait au développement des pays. Restons au Gabon pour parler d'économie. Placé sous la tutelle du ministère du Budget et des Comptes publics gabonais, le Conseil national de la comptabilité a tenu hier mercredi sa première assemblée plénière. Cet organe devra permettre d'avoir une meilleure cohérence dans la lisibilité des statistiques, prévisions et réalisation des agrégats macroéconomiques de l'État gabonais. Le compte-rendu de Marielle Biogou et de Rodrigue Simongoy. Experts comptables, hauts fonctionnaires publics et institutionnels ont participé à la première assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité au Gabon. C'est le ministre gabonais du Budget et des Comptes publics qui a procédé à l'ouverture des dits travaux. Ce conseil devait permettre à nos administrations d'améliorer la présentation, la cohérence et la fiabilité des informations économiques, financières et comptables sur notre pays. Il s'agit là d'une émanation des réformes engagées dans le cadre de la normalisation comptable en zone CEMAC et au niveau des États parties de l'OHADA. Le membre du gouvernement est revenu sur l'une des missions de cet organe. Grâce à cet outil, il sera plus aisé de parvenir à une meilleure cohérence dans la lisibilité des statistiques, des prévisions et des réalisations des agrégats macroéconomiques, budgétaires et financière de l'État. Par ailleurs, les réformes comptables effectuées au niveau de la comptabilité de l'État pour la rapprocher du système comptable OHADA des entreprises confirment la nécessité de moderniser le secteur public pour l'arrimer aux standards et aux bonnes pratiques de la comptabilité privée. Christian Magnagna a insisté sur la responsabilité des membres du CNC en tant que pionniers de la normalisation comptable au Gabon. Eh bien, toujours au Gabon, la SEG et la BGFI ont signé mercredi après-midi une convention de partenariat. Il est question pour les deux institutions de faciliter le paiement des factures d'électricité et d'eau aux abonnés via BGFI Mobile à partir du paiement via téléphone portable. Patricia Lidimoulé, Hervé Aubian pour le compte-rendu. Une première au Gabon et dans le secteur bancaire de la CEMAC. Deux institutions, à savoir la SCG et BGFI Bank, viennent de mettre à la disposition des abonnés une application en ligne pour faciliter le paiement des factures. L'une des spécificités que vous remarquerez dans ce type d'application que vous avez disponible, que ce soit sur Apple Store ou sur Google Play, c'est cette facilité à pouvoir aujourd'hui payer ces factures de téléphone post-paid directement au niveau de vos téléphones cellulaires. Chaque abonné peut donc recevoir via son téléphone les détails de sa facture. Donc on peut lui envoyer par email
le détail de sa facture, hein, l'index précédent, l'index nouveau, le tarif, combien ça. Ça permet à notre client de vérifier qu'effectivement sa facture est juste, hein, qu'il est d'accord pour la payer. Et puis ensuite, il n'a plus qu'un petit clic à faire s'il valide ça. Cette application est accessible à tous. Le paiement de la facture post-payée est accessible à tout le monde, pas uniquement aux clients BGFI Bank. Et nous voulons insister dessus, et c'était aussi l'une des conditionnalités. Donc, quel que soit le client, qu'il soit bancarisé, non bancarisé, en ayant simplement un compte BGFI mobile, il a la faculté, la possibilité de faire ce paiement. Le lancement de cette application est déjà un succès et des dispositions fiables sont prises par les deux partenaires pour la sécurité et la sûreté des modes de paiement. Eh bien, le mobile banking ne cesse de prendre l'ampleur sur le continent africain. En Éthiopie, un nouveau service de paiement électronique par téléphone portable, M-Birr, promet de faire accéder des millions d'Éthiopiens au système bancaire. Et ce service permettra également au deuxième pays le plus peuplé d'Afrique de rattraper son retard en matière de services financiers. Des précisions dans ce reportage de Judith Koendo. Adoni, une petite ville isolée de 5000 habitants à 130 km au sud-est d'Addis Abeba, où l'on accède par une piste caillouteuse, la multiplication de sigles M-Birr témoigne de l'engouement pour ce nouveau service. Cette nouvelle technologie est un gain de temps énorme et les personnes n'ont plus besoin de transporter des espèces dans leur poche. En revanche, cela nécessite une campagne de communication et d'explication du système. Une simplicité sans commune mesure avec la pesante bureaucratique qui obligeait les administrés à se rendre chaque mois dans un point de paiement itinérant pour se présenter devant un fonctionnaire et revenir le lendemain pour encaisser leur argent, souvent au prix de long trajet. Le service est facilement accessible, vous pouvez le trouver partout et à n'importe quelle heure. C'est beaucoup plus pratique que les banques qui sont dans des endroits précis et qui ont des horaires d'ouverture spécifiques. Je suis vraiment très contente de ce service. Le gouvernement éthiopien s'est fixé comme objectif de faire passer le nombre de titulaires de comptes bancaires à 80% de la population d'ici 2020 et de doubler le nombre d'agences bancaires dans le pays. En Éthiopie, M-Birr affiche pour l'instant 150 000 utilisateurs dans 2000 Adoni. Mais le développement du secteur bancaire se heurte encore aux rigidités de l'économie éthiopienne. Politique à présent au Burundi, les recommandations du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon font débat au sein de la classe politique burundaise et pendant que le pouvoir désapprouve, l'opposition salue ces annonces. Edina Koussou sur les images de Juk Africa. Les avis restent partagés à Bujumbura après les propositions du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Les proches du régime Nkurunziza rejettent ces recommandations qui visent l'envoi des policiers onusiens pour assurer la protection des populations civiles dans le pays. Pour le Rassemblement des démocrates du Burundi, parti de la majorité présidentielle, ce projet contredit la résolution 2248 qui préconise le dialogue inclusif pour résoudre la crise. Moi, cette proposition, elle n'est ni acceptable par le gouvernement et en plus, elle n'est pas réaliste et n'est pas conforme à la situation du pays. Et cette proposition, elle est en contradiction avec l'ancienne résolution 2248. Du côté de l'opposition, l'UPRONA salue plutôt l'envoi d'un contingent de police, mais Ban Ki-moon devrait également revoir l'effectif des policiers qui pourraient être déployés au Burundi. Qui soit crédible, c'est les 3000 hommes. Les 200 policiers, ça sera une goutte d'eau dans un océan parce que nous apprenons qu'il y a des préparatifs d'assassinat, de tueries massives des gens, des Imbonerakure qui sont armés, c'est connu, qui sont entraînés. Le dernier mot dans cette histoire revient au chef de l'exécutif burundais Pierre Nkurunziza. Au Soudan du Sud, Riek Machar a de nouveau repoussé son retour à Juba. Le premier vice-président désigné devait prendre ses fonctions dès son arrivée, étape cruciale de l'accord de paix signé entre l'opposition et le gouvernement du président Salva Kiir. Retrouvons une fois de plus Dina Koussou. Même scénario le mardi 19 avril comme le jour précédent. La presse et les officiels ont patienté des heures à l'aéroport de Juba, guettant l'arrivée imminente du vice-président sud-soudanais Riek Machar.
Alors qu'il n'a toujours pas prêté serment, le premier vice-président désigné devait prendre ses fonctions dès son arrivée. Un déplacement qui marquera une étape cruciale de l'accord de paix signé entre l'opposition et le gouvernement du chef de l'État Salva Kiir. Pour de nombreux analystes, ce retour très attendu au Soudan du Sud demeure un mélange d'espoir et d'appréhension. Mais hier soir, la confusion régnait toujours et les informations étaient contradictoires quant aux raisons de ce nouveau retour manqué. Alors que le camp Machar parle de problèmes logistiques, le gouvernement sud-soudanais, quant à lui, a une autre version. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Information a affirmé que Riek Machar aurait exigé de rentrer avec 200 hommes et un arsenal comprenant des missiles à visée laser et des mitrailleuses lourdes, ce qui contreviendrait aux dispositions prévues par l'accord de paix signé en août 2015. Dans tous les cas, le retour de Riek Machar est censé permettre la mise sur pied d'un gouvernement transitoire d'union nationale devant conduire à des élections dans les 30 mois et à l'application de l'accord de paix signé le 26 août 2015. Il prévoyait un cessez-le-feu et le partage du pouvoir. Retour au Gabon, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilibenze a tenu hier mercredi sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire à l'auditorium de Gabon Télévision. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés et tout porte à croire que le gouvernement est à pied d'œuvre pour des solutions pérennes dans les secteurs à fort impact social. Les précisions dans ce reportage. L'État gabonais s'active à épurer sa dette intérieure malgré la baisse des cours du pétrole. Conformément à son échéancier fixant la régulation des domaines à fort impact social, une avancée significative se dégage dans le secteur de l'éducation. 4 577 dossiers ont été traités. 1897 agents ont été mis en solde. 1826 agents ont reçu leurs attestations de recrutement. Les autres agents sont inscrits sur la liste de réservation des postes budgétaires. Les bourses scolaires comptant pour le 3e trimestre de l'année 2015 ont été payées pour un montant de 7 482 920 000 francs CFA. Quant aux vacations des examens et concours 2015, 2 207 millions de francs CFA ont été payés au titre du baccalauréat général et du baccalauréat technique. 2 163 193 francs CFA ont été payés au titre du BEPC et des concours d'entrée à l'ENI et à l'ENS. 907 millions de francs CFA ont été payés au titre du CP. Par ce décaissement de près de 13 milliards de francs CFA, selon le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, l'État a ainsi liquidé sous réserve de cas d'omission toutes les vacations constituant les principales revendications des syndicats de l'éducation nationale. Cette conférence de presse aura permis par ailleurs au ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibenze, de déplorer et de condamner les dérives de la presse et déclarations de certains hommes politiques affirmant que le gouvernement de la République ne saurait rester indifférent face à de tels agissements et reste attaché à la paix, à la stabilité et à l'état de droit. Écoutons un extrait de ces propos. Le gouvernement rappelle que chacun doit se ressaisir et rappelle que le peuple gabonais, en faisant le libre choix pour la démocratie en 1990, s'est engagé à opter pour l'expression plurielle des opinions politiques. Ces opinions doivent par conséquent s'exprimer dans le respect des institutions et de l'état de droit. De même, le gouvernement de la République ne saurait rester insensible face aux manipulations observées dans la presse écrite, dans la presse en ligne et à travers les réseaux sociaux. Le gouvernement met en garde les auteurs d'articles haineux, mensongers, diffamatoires qui prônent la division, la haine et la violence. Le gouvernement de la République mettra tout en œuvre, avec tous les moyens de droit, pour faire cesser ces dérives si elles devaient persister.
Direction l'Ouganda pour parler de santé. Les malades du cancer sont désormais privés de la seule machine de radiothérapie du pays qui est récemment tombée en panne et ne peut plus, de l'avis de techniciens, être réparée. Cette situation démontre un nouvel avatar d'un système de santé aux abois. Ahmed Djumbogo s'en fait l'écho. Don du gouvernement chinois à l'Ouganda il y a 21 ans, la machine à radiothérapie a depuis permis de soigner et d'atténuer les douleurs de quelques 30 000 patients par an. Après plusieurs pannes ces dernières années, elle a finalement rendu l'âme ce mois d'avril 2016. Cette affaire a relancé des critiques récurrentes au sein de la société ougandaise sur le système de santé mal en point du pays, dirigé depuis 1986 par le président Yoweri Museveni. C'est une question d'argent, une question de gestion, une question d'organisation. Les trois mis ensemble, tout fonctionne. Mais si un des trois éléments fait défaut, et ici ce sont les trois tous ensemble qui font défaut, il y a un problème. Il y a 3 ans, le gouvernement ougandais a bien investi 325 000 € pour acheter une nouvelle machine, mais l'abri devant l'accueillir n'a toujours pas été construit. On y travaille 24 heures sur 24. Et les 6 mois suivants, nous pourrions installer les équipements et les tester. Donc on pourrait être opérationnel dans 1 an. Autant dire une éternité pour des patients ougandais, à l'image de Bronia Maturinda, qui souffre d'un cancer de l'utérus diagnostiqué l'an dernier. Ce n'est qu'après avoir parcouru 300 km pour se faire soigner à Kampala que la jeune femme de 28 ans a appris que la machine de radiothérapie ne fonctionnait plus. La seule possibilité aujourd'hui pour recevoir un traitement est de se rendre au Kenya voisin, un voyage beaucoup trop cher pour Bronia, qui restera donc chez elle, dans l'espoir que le nouvel appareil de Kampala n'arrive pas trop tard. Sport football, à 1 an de la fin de son contrat à la tête de la sélection ghanéenne de football, le technicien israélien Avram Grant a laissé entendre qu'il ne renouvellerait pas son engagement, une décision qui semble ne pas contrarier les autorités du football ghanéen. Blanche Pitka pour les précisions. S'il décide de ne pas continuer, personne ne peut le forcer. Ce sera sa décision et nous devons la respecter. Ce sont les propos assez détachés, faut-il le souligner, de Kwesi Nyantaki. Le président de la GFA, la Fédération ghanéenne de football, s'exprimait ainsi sur une radio locale à la suite de la décision annoncée d'Avram Grant de ne pas renouveler son contrat en tant que sélectionneur des Black Stars du Ghana. L'ancien coach de Chelsea a cependant laissé entendre qu'il participerait avant son départ à la messe continentale du football au Gabon, la Coupe d'Afrique des Nations 2017 organisée par le Gabon qui coïncide avec la fin du contrat qui le lie au Ghana. Il avance l'argument d'une volonté de découvrir d'autres horizons. Décrié à cause de son manque de présence dans le pays pour scruter le championnat local, Avram Grant a néanmoins amené les Black Stars en finale de la CAN 2015 avant de chuter devant la Côte d'Ivoire. Le technicien israélien est d'ailleurs sur le point de qualifier le Ghana pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Seul au moins un match nul est nécessaire pour assurer leur qualification. Retour triomphal de l'équipe de rugby à 7 du Kenya, sacrée pour la première fois sur le circuit mondial de Singapour. Victorieux des Fidji en finale 30-7, les héros ont été accueillis par une marée humaine à l'aéroport de Nairobi. Reportage. Des chants et des danses sur le tarmac de l'aéroport de Nairobi pour accueillir l'équipe kenyane de rugby à 7, sacrée championne pour la première fois sur le circuit mondial. Véritable sensation de ce tournoi de Singapour, l'équipe africaine qui fait partie des formations emblématiques du plateau s'est débarrassée successivement de la France, l'Argentine puis des Fidji pour l'emporter dans la cité Ita. Leur épopée victorieuse suscite donc l'admiration des supporters encore euphoriques. Médaille d'or au cou, les nouveaux héros savourent l'hommage de leurs fans. Après 114 tournois disputés, le Kenya est monté en puissance pour s'adjuger ce premier tournoi de rugby à 7 de son palmarès. Je suis tellement content d'avoir gagné. Je suis vraiment heureux, satisfait une fois de revenir à la maison avec un trophée. Cela fait 17 ans et nous savourons tous ce moment. Ce succès souligne le resserrement des positions entre les grandes formations mondiales, alors que se peaufinent dans moins de 4 mois les Jeux Olympiques de Rio, où le rugby à 7 fera ses premiers pas. Champions, we'll see you all again in a few weeks in Paris.
Et pour finir, dans le cadre du 7 en plus du journal de 20h d'hier, l'invité était M. Verlaine V. Assoumou, directeur de programme de DI et Gabon. Avec lui, il était question du prix de l'excellence 2016. L'entretien, c'est juste après ces transitions. Monsieur Verlaine V, bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors très rapidement, pour faire asseoir cet entretien, c'est quoi le Grand Prix de l'Excellence? D'accord. Le Grand Prix de l'Excellence, c'est une très grande compétition. C'est une compétition nationale initiée par le chef de l'État dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Gabon. Et cette compétition du Grand Prix de l'Excellence permet à tous les jeunes Gabonais de 18-40 ans qui sont porteurs d'un projet, vivants, qu'ils soient résidents au Gabon ou à l'étranger, qui puissent à la fois se faire connaître, donc faire connaître leurs talents, mais aussi faire connaître leurs produits et le valoriser à l'échelle nationale. Donc c'est un espace qui donne de la visibilité aux porteurs de projets, aux entrepreneurs gabonais, à tous ceux qui ont une idée d'entreprise ou qui sont à la tête d'une entreprise. Et justement, l'édition 2016 est lancée. Quelles sont exactement les activités qui se déroulent sur le terrain? On sait déjà qu'une caravane vient de sillonner l'intérieur du pays. Exactement. Comme vous le disiez, nous sommes à notre deuxième édition. La première édition a eu lieu en 2014. Effectivement, nous avons commencé différemment cette deuxième édition parce que nous avons ajouté une caravane qui a fait le tour du Gabon pour préparer tous les participants au Grand Prix de l'Excellence. La première édition nous a montré que énormément de jeunes Gabonais voulaient participer à cette compétition du Grand Prix de l'Excellence, mais ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas suffisamment outillés pour structurer leur idée, pour élaborer le business plan, qui était l'outil demandé à l'époque. Et donc cette année, nous avons innové un tout petit peu. Donc nous avons fait le tour du Gabon. Nous avons commencé par Libreville. Ensuite, nous avons fait Oyem, Koulamoutou, Makokou, Franceville, en tout cas toutes les villes. Et nous sommes revenus à Libreville pour clôturer cette grande caravane qui a eu une mobilisation de près de 1486 jeunes qui ont été sensibilisés. Nous avons eu 108 projets qui ont été encadrés. Est-ce qu'on peut dire que ce bilan que vous commencez déjà à nous donner, c'est un bilan satisfaisant pour la tournée de cette année? Extrêmement positif parce que nous avons clôturé une première étape. Il nous reste encore, et là c'est important de souligner que cette étape de Libreville qui aura lieu ce week-end, c'est la deuxième fois que nous organisons cette session de formation des participants parce qu'il y a eu une très forte demande dans la capitale. Donc nous avons, si vous voulez, reboloté pour permettre à ceux-là qui n'ont pas pu prendre part à la première session de formation organisée à Libreville de pouvoir justement venir ce week-end. Et donc le bilan est effectivement, je dirais même pas à mi-parcours puisqu'il reste une étape, est extrêmement satisfaisant. Nous avons rencontré des jeunes dans chaque ville qui remerciaient à la fois le chef de l'État pour cette initiative, mais aussi Junior Achievement qui, sur le terrain, encadre, forme ces jeunes-là qui veulent lever des fonds, qui veulent se présenter au Grand Prix de l'Excellence. Et on sait justement, comme vous le dites, que le Grand Prix de l'Excellence s'adresse aux jeunes. Mais quand on sait qu'on est jeune à partir de 1 à 77 ans, quelle est la catégorie de jeunes exactement qui est concernée par le Prix de l'Excellence? Nous ne dépassons pas 40 ans. Bien sûr, c'est pour des raisons très claires. Bien sûr, pour être jeune, il y a bien sûr une limite bien précise. Et auparavant, nous arrêtions à 35 ans. Et bien sûr, avec l'indulgence de l'État gabonais, qui a demandé à ce qu'on intègre ceux qui sont dans la tranche d'âge de 36-40 ans, nous avons donc fait une entorse à nos exigences habituelles et nous sommes allés jusqu'à 40 ans. Et on nous demande encore d'aller un peu plus loin,
Mais malheureusement, quand on dépasse 40 ans, eh bien, on est plus jeune. Et quelles sont justement les modalités de participation? Il faut être de nationalité gabonaise. En tout cas, le porteur de projet doit être de nationalité gabonaise, résidant au Gabon ou à l'étranger, être porteur d'un projet ou à la tête d'une entreprise créée déjà. Il faut bien sûr avoir envie d'entreprendre. C'est l'un des facteurs les plus importants. Et voilà un peu les critères. Et comment savoir que là, ce jeune, il a envie d'entreprendre? Bon, vous savez, le fait déjà de passer toutes les étapes, c'est pas simple de pouvoir franchir toutes ces étapes qui vont conduire à la sélection du gagnant du Grand Prix de l'Excellence. Il y a une étape de formation qui n'est pas obligatoire, certes, mais qui est parfois très utile pour pouvoir bien se préparer à la compétition du Grand Prix de l'Excellence. Ensuite, il y a les différents verrous. Il faut élaborer quand même un modèle économique. Il faut structurer un projet. Il faut parfois préparer un prototype, donc un exemplaire du produit qu'on souhaite commercialiser ou si ce n'est pas un service. Donc il y a quand même énormément d'étapes à franchir qui montrent, lorsqu'on les traverse, qu'on est réellement motivé à entreprendre. Alors, M. Verlaine V. Assoumou, vous qui êtes le responsable de programme à GIE Gabon. Alors, tout à l'heure, vous avez survolé un peu l'étape précédente ou encore l'année dernière pour cette initiative. Alors, si on revenait un peu sur le bilan de l'année dernière. Le bilan de l'année dernière, nous avons incubé les gagnants. Il y avait, souvenez-vous, 2 catégories. Donc, il y avait la catégorie action qui récompensait les entrepreneurs dont les entreprises existaient déjà, donc qui étaient enregistrés, et la catégorie espoir, donc ceux qui étaient encore au stade de l'idée d'entreprise. Donc ils ont été incubés par Junior Achievement. Tous ont reçu leur argent. Ils ont créé leur entreprise et aujourd'hui, ils sont opérationnels, en activité. Nous avons d'ailleurs, via notre plateforme en ligne, notre page, notre site web, www.jagabon.org, et bien sûr sur la plateforme du Grand Prix de l'Excellence, donc www.jainafrica-grandprix.org. Nous avons justement fait un tout petit peu le bilan de cette première édition du Grand Prix de l'Excellence, où on a une rubrique intitulée « Que sont-ils devenus ?» Donc, que sont devenus les gagnants du Grand Prix de l'Excellence de l'émission 2014. Donc, tous ceux qui veulent le savoir peuvent visiter cette page Facebook. Cette site web, pardon. Ok, merci Monsieur Assoumou V. Il est important, si vous me permettez, de souligner qu'il est possible de s'inscrire. Les inscriptions ont commencé depuis le 10 et clôturent le 10 mai. Tous les documents sont téléchargeables sur le site web. Je répète, c'est www.jainafrica-grandprix.org, où ils peuvent télécharger tous les supports pour pouvoir candidater au Grand Prix de l'Excellence et prendre toutes les informations nécessaires. À l'instant, c'était le 7 en plus du journal de 20h d'hier où l'invité était M. Verlaine V. Assoumou, directeur de programme de GIE Gabon. Avec lui, il était question du prix de l'excellence 2016. Eh bien, c'est sur cet entretien que se referme cette édition d'information matinale. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Canal 7.